Bon, en tant qu'économiste, mais avant d'être économiste, je suis un littérateur, un vieux professeur de littérature. Et donc, le virus littéraire ne m'a jamais quitté. Alors, pourquoi un roman et non pas peut-être un livre à thèse d'économie ou d'histoire? J'ai enseigné aussi l'histoire dans mon temps de professeur d'école secondaire. Parce que le roman est un genre littéraire très flexible qui se prête à toutes sortes d'utilisations, en plus d'être, comme disait Stendhal, un miroir qui se promène sur une grande route. Le roman, finalement, peut être ce que le romancier veut qu'il soit. Et c'est ce que j'ai fait. C'est un roman à thèse, bien entendu, mais un roman d'une structure, d'une configuration entièrement nouvelle, comme on n'en a jamais vu, je crois. Et parce que le roman est aussi une œuvre de vulgarisation. Quand on fait une œuvre de, je dirais, de production scientifique, technique, en général revêche de par l'intensité du contenu et du contenant. On est en général lu par les spécialistes, par les gens du sérail. Alors j'ai voulu faire œuvre, je dirais, de vulgarisation. Bien entendu, quand on lit cette œuvre-là, on voit l'économiste. Il y a, en fait, on m'a même fait enlever des histoires parce qu'il y avait trop d'économie là-dedans, mais le contenu économique est resté assez substantiel, mais marié au récit, hein, de façon à garder l'intérêt. Donc c'est un petit peu la perspective, un background varié qui a produit ça. Et pourquoi cette période, 50 ans, 55 ans, 60 ans avant le bicentenaire de notre indépendance? Parce que là, moi, j'ai toujours été un étudiant de l'histoire et très intéressé à l'histoire de mon pays. Et là, maintenant, comme je dis, intéressé à la littérature, donc j'ai lu des romans du passé, particulièrement les romans des romanciers de la Ronde, les Thémistocle, Épaminondas, la Bastère, etc., les romans de Justin Lérisson. Et ce sont des œuvres que j'ai commencé à lire quand j'étais élève de rhéto et de philo, même depuis la seconde. J'ai été frappé quand je lisais, c'était comme des révélations pour moi, de voir à quel point des choses que je lisais ressemblaient en tout point à ce qui se passait au temps où je vivais, et en plus dégradé. Pas vrai? Donc, mais en fait, alors je me suis mis à étudier l'histoire pour bien comprendre ce qui s'est passé, et j'ai vu que Haïti a connu une période assez florissante au milieu du XXe siècle, ce que j'appelle les années estimées ma gloire. On a eu ces années, enfin cette décennie 1946-1956, où Haïti a pris un élan. Haïti était vraiment la perle des Antilles. À l'époque, il y avait vraiment deux capitales de poids dans la Caraïbe, Port-au-Prince et la Havane. Haïti était devenu la première destination touristique de la Caraïbe. C'était un pays prestigieux. Quand l'Haïtien voyageait, les premiers Haïtiens à être allés au Canada ont été accueillis avec respect parce que c'était une affaire de prestige. Le général Magloire était toujours reçu quand il partait là avec beaucoup de pompe. Son image est parue sur la couverture du Time magazine aux États-Unis. Pour son époque, c'était extraordinaire. Donc quand j'ai vu tout ça, et puis maintenant quand j'ai vu la dégringolade qui a suivi ce qu'on pourrait appeler un âge d'or d'Haïti, 46-56, et voir comment maintenant on est entré dans une période, je dirais, de pression politique, d'étouffement politique, et l'économie est descendue, si bien que le pays n'a jamais retrouvé la prospérité d'avant. Et maintenant, j'ai vu aussi que, disons maintenant, au cours des années 70, il y a eu un changement, il y a eu une sorte de relâche dans l'atmosphère politique, non pas que le régime ait vraiment changé dans son fond. C'était la période de Jimmy Carter. En fait, pour moi, haïtien, vrai, en fait, parce que cette période-là, bon, je commençais à m'intéresser aux choses, pas vrai, du pays, je dirais un petit peu avant Jimmy Carter, pas vrai, à dire que ce qu'on pourrait appeler la terreur politique des années 60
me semble-t-il, n'a pas continué, du moins pas aussi intensément, avec le passage du pouvoir du père au fils, au début des années 70. Et maintenant, il y a eu une ouverture du pays qui a fait que des investissements sont venus, particulièrement dans l'industrie d'assemblage, jusqu'à ce qu'on ait atteint pratiquement 100 000 emplois, au moins, dans l'industrie d'assemblage. Et mes parents qui étaient dans le commerce de provisions alimentaires, pas vrai, on sentait là qu'il y avait quelque chose qui se passait au pays. Et en fait, à partir de la deuxième moitié des années 70, 75, 76, après 77, le pays croissait à 5, 6, 7%. Pas vrai, et donc, c'était encore une période de prospérité. Je me rappelle, là, j'étais maintenant en classe humanitaire. Bah ouais, j'ai terminé ma classe secondaire. Il était question qu'Haïti devienne le Taïwan de la Caraïbe. Bah ouais, donc, il y avait cet élan-là. Si on avait poursuivi sur cet élan, ça aurait été bon. Ça aurait été bon. Bon, il se trouve que le deuxième choc pétrolier, 79-80, est arrivé, jetant l'économie mondiale dans la récession, y compris l'économie américaine, puisque plus de 80% du commerce extérieur haïtien se fait avec les États-Unis. Donc, toutes les fois que l'économie américaine est malade, on s'en ressent, les commandes ne viennent pas, etc. Et en général, quand on a une situation de récession économique, il y a une politique d'austérité, pas vrai, à appliquer. Et c'est le contraire qui est arrivé maintenant au début des années 80. Maintenant, pas vrai, donc le régime d'alors s'est engagé dans une sorte de dépense, là, je dirais, d'habitude dispendieuse, pas vrai. Donc, finalement, le pays n'a jamais retrouvé son équilibre économique. On est entré en récession en 1981 pour n'en être jamais sorti. Donc tout ça, pas vrai, a frappé ma jeune sensibilité d'Haïtien, qui aime son pays, intéressé aux affaires de son pays. Et maintenant, bon, avec l'expérience d'employé de l'État, employé supérieur de l'État même, bah ouais, et puis maintenant comme économiste, bon, donc maintenant avec d'autres connaissances, d'autres moyens d'analyse, d'autres angles de compréhension de la réalité, donc je comprends certaines choses que l'on voyait comme des faits mais qu'on ne comprenait pas, donc j'ai pu mettre les pièces du puzzle ensemble et comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est tout ça qui est sorti dans ça là. Et bon, finalement, et c'est pas, je ne m'adresse pas maintenant au romancier, je m'adresse à l'économiste. C'est pas seulement cette dégringolade dont vous avez parlé, c'est pas seulement au point de vue économique, il y a également l'effet sur la société haïtienne. Comment comprendre ça? Bon, pour moi, ce qui est arrivé, et là, il faut comprendre, là, je dis humblement que c'est ma lecture, comme haïtien qui croit comprendre et connaître son pays, qui aime son pays aussi. La période d'instabilité politique dans laquelle on est entré au milieu des années 80, avec la chute du régime Duvalier, accompagné par un démantèlement progressif du minimum de structure économique qu'on avait, alors que maintenant les besoins à satisfaire au niveau de la société augmentaient, une population qui augmentait, etc. Donc tout ça, pour moi, a provoqué, je dirais, un démantèlement du tissu social. Un démantèlement du tissu social, une exacerbation des besoins collectifs. Vous voyez, parce que c'est comme Maurice Sixto disait, je crois, dans Léa Kokoye, l'averti sans l'argent était même inutile. Pas vrai? Et c'est pourquoi tout bon gouvernement, et ce qu'on appelle un bon gouvernement, c'est un gouvernement qui a le souci de laisser la chose publique en meilleur état qu'il n'était venu le trouver en montant au pouvoir. Donc si maintenant vous montez au pouvoir, vous passez au pouvoir, et quand vous laissez les choses ne sont pas mieux qu'elles étaient avant votre arrivée, vous avez échoué. Et il y a des mesures, pas vrai, pour savoir si les choses se sont améliorées. Donc il se trouve donc que le système, je dirais socio-politique, socio-économique haïtien, s'est effondré parce que là, avec l'économie qui n'était déjà pas trop solide, mais qui, jusqu'à la fin des années 70, se trouvait dans un petit état qui pouvait faire espérer, si on continuait, ça allait s'améliorer, on a perdu tout ça. Et maintenant, le jeu politique est entré dans des extrêmes, dans un jusqu'au-boutisme
où il faut admettre que les opérateurs politiques de l'après 7 février 86 ont manqué de sagesse, ont manqué de vision, ont manqué de pondération dans le sens de vouloir le pouvoir pour le pouvoir, dans le sens d'entrer dans des luttes fratricides, d'entrer dans des contestations, dans des combats politiques stériles sans raison. Cela a affaibli l'État au fur et à mesure, graduellement. Maintenant, l'exacerbation des besoins qui, selon moi, est survenue a causé un phénomène d'aggravation de la corruption, pas vrai? Donc l'État haïtien s'affaiblit de plus en plus, la corruption augmente de plus en plus, la misère augmente et se propage à travers la population, la classe moyenne se rétrécit en peau de chagrin, pas vrai? Donc maintenant, on a comme une polarisation de la société, un petit groupe économique de privilégiés qui ont tout l'argent, et maintenant, normalement, dans une société, il faut une classe moyenne. La